Chapitre 1. Révélations écarlates. Le couteau de cuisine s'écrasa sur le sol en marbre, projetant des gouttes écarlates sur le carrelage blanc immaculé. Malcolm X resta figé dans l'embrasure de la porte, sa serviette glissant de ses doigts inertes, admirant la scène. Son fils de 17 ans, Dylan, pressait un torchon ensanglanté contre son épaule, le visage ruisselant de larmes. Sa femme, Cassandra, se tenait de l'autre côté de l'îlot de cuisine, ses mains parfaitement manucurées tremblant encore, son chemisier de créateur maculé de traces de son acte. Ma femme avait poignardé notre fils avec un couteau de cuisine lors d'une dispute. Il y avait du sang partout. Les mots se formèrent dans l'esprit de Malcolm, mais n'atteignirent jamais ses lèvres. Cette vision le laissa sans voix. Dylan leva vers son père un regard suppliant. « Papa, j'ai besoin. » Ce n'est qu'une égratignure, interrompit Cassandra d'une voix sèche et défensive. Il était irrespectueux, il me menaçait. J'ai dû me défendre. Malcolm tendit instinctivement la main vers son téléphone, mais avant qu'il puisse composer le numéro, son père, Robert X, apparut à ses côtés et s'empara de l'appareil avec une rapidité surprenante pour un homme de 70 ans. Quand j'ai essayé d'appeler l'hôpital, papa a pris mon téléphone. Ce n'est qu'une égratignure. N'exagère pas, la voix de Robert résonna dans la cuisine, dédaigneuse et autoritaire comme toujours. Mais X, la mère de Malcolm, sortit du salon d'où elle avait apparemment assisté à toute la scène. Votre femme se défendait. Il a dû la provoquer, déclara-t-elle, sa loyauté clairement alignée sur Cassandra, comme elle l'avait été pendant les 15 années de mariage de Malcolm. Le regard grisacier de Malcolm passa méthodiquement de son fils ensanglanté à sa femme impénitente, puis à ses parents, qui semblaient plus soucieux de protéger Cassandra que leur propre petit-fils. À cet instant, quelque chose de fondamental changea en lui. L'architecte à succès, qui avait bâti sa vie sur la précision et une planification minutieuse, commença à construire quelque chose de complètement différent dans sa tête. Il n'avait aucune idée de ce que je ferais ensuite, mais Malcolm, si. Il avait toujours été un homme qui anticipait les choses, qui pouvait visualiser le bâtiment terminé avant même de poser la première pierre. Maintenant, alors qu'il regardait sa famille révéler sa vraie nature, il commençait à élaborer les plans de quelque chose de bien plus complexe que toutes les structures qu'il avait jamais conçues. Dylan, dit Malcolm doucement, sa voix portant un ton que son fils n'avait jamais entendu auparavant. Montre-moi cette blessure. Il écarta délicatement le torchon, révélant une entaille de 7,5 cm qui nécessiterait certainement des points de suture. Elle était assez profonde pour laisser une cicatrice, assez profonde pour être dangereuse si elle avait touché une artère. On va à l'hôpital, annonça Malcolm d'un ton inflexible. Malcolm, tu exagères, dit Cassandra. Mais quelque chose dans le regard de son mari la fit reculer. Vraiment? Malcolm récupéra son téléphone des mains de son père d'un geste vif qui laissa Robert trébucher, car ce que je vois, c'est ma femme attaquant mon fils avec une arme mortelle pendant que mes parents la couvrent. Ce que je vois, c'est une famille qui a révélé ses véritables priorités. Alors que Malcolm aidait Dylan à se diriger vers la porte, il aperçut son reflet dans le miroir du couloir. L'homme qui le regardait avait le même visage, des cheveux noirs légèrement grisonnants aux tempes, de larges épaules, le genre de visage qui inspirait confiance aux clients et respect aux collègues. Mais derrière ses yeux gris, quelque chose s'était éveillé, quelque chose de froid, de calculateur et d'absolument impitoyable. Malcolm X avait bâti sa réputation sur le fait de ne jamais laisser un projet inachevé. Celui-ci ne ferait pas exception. Chapitre 2. Les architectes de la tromperie. 3 heures plus tard, Malcolm était assis dans la salle d'attente de l'hôpital tandis que Dylan recevait 12 points de suture et une piqûre contre le tétanos. Les médecins lui avaient posé des questions gênantes sur les circonstances de la blessure. Leur regard soupçonneux montrait clairement qu'ils avaient déjà été témoins de violences conjugales. Malcolm avait répondu honnêtement. Sa femme avait poignardé son fils lors d'une dispute. La paperasse laisserait des traces, même s'il doutait que Cassandra s'en soit déjà rendu compte. Malcolm repensa au passé en attendant. Il avait rencontré Cassandra Curry lors d'un gala de charité 15 ans auparavant, attiré par sa beauté saisissante et sa nature apparemment douce. Elle travaillait alors comme décoratrice d'intérieur, peinant à s'imposer sur le marché concurrentiel de Denver. Malcolm, déjà architecte à succès à 35 ans, avait été charmé par sa vulnérabilité et sa détermination. Leur relation avait été un tourbillon de dîners romantiques et d'escapades de week-end. Cassandra semblait correspondre parfaitement à sa vision de l'avenir. Intelligente,
belle et reconnaissante du style de vie que sa réussite pouvait lui offrir. Ils s'étaient mariés moins d'1 an plus tard, et Dylan l'avait suivi 2 ans plus tard. Mais des signaux d'alarme étaient apparus très tôt, mais Malcolm avait choisi de les ignorer. Le caractère de Cassandra, son comportement manipulateur envers ses parents, qu'il adorait inexplicablement depuis le début, ses goûts de luxe qui semblaient devenir plus extravagants chaque année. Elle avait progressivement arrêté de travailler, prétextant qu'elle devait se concentrer sur son rôle d'épouse et de mère. Malcolm avait pourtant remarqué qu'elle passait plus de temps au spa qu'avec Dylan. Et puis il y avait ses absences inexpliquées. Les nouveaux vêtements et bijoux qu'elle prétendait être des cadeaux d'amis. La façon dont elle avait commencé à protéger son téléphone comme un secret d'État. Malcolm s'en doutait depuis des mois, mais il était trop concentré sur son travail, trop confiant en la femme autour de laquelle il avait construit sa vie. Monsieur X. Le docteur Patricia Williams s'approcha, le tirant de ses pensées. Dylan va bien. La blessure était propre, et nous lui avons administré des antibiotiques par précaution. Cependant, je dois poser la question concernant ce type de blessure dans un cadre familial. Vous vous demandez si ma femme est dangereuse, dit Malcolm doucement. La réponse est oui, mais pas comme vous le pensez. Le docteur Williams étudia son visage. Êtes-vous en sécurité chez vous, monsieur X? Dylan Malcolm réfléchit-il à la question. Sa sécurité physique? Probablement. Mais sa sécurité émotionnelle, sa sécurité financière, l'intégrité de tout ce qu'il avait construit, tout cela avait déjà disparu. Nous le saurons, dit-il finalement. Merci de prendre soin de mon fils. Sur le chemin du retour, Dylan prit enfin la parole. Papa, je ne la menaçais pas. Je lui ai demandé pourquoi elle était toujours au téléphone, pourquoi elle n'était plus là. Elle a explosé. Les mains de Malcolm se sont crispées sur le volant. Qu'avez-vous vu, Dylan? Sur son téléphone, des SMS. Beaucoup d'un certain Wesley. Elle riait à ses paroles, papa, comme elle riait avec toi. Wesley Malcolm a classé le nom. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Il avait entendu Cassandra mentionner un certain Wesley Lucas, un entrepreneur qu'elle avait soi-disant engagé pour des rénovations mineures qui ne semblaient jamais se concrétiser. Dylan, j'ai besoin que tu saches quelque chose, dit Malcolm alors qu'il s'engageait dans l'allée. Ce qui s'est passé ce soir a tout changé. Ta mère t'a blessé et mes parents l'ont défendu contre toi. C'est impardonnable. Que vas-tu faire? Malcolm regarda la maison qu'il avait conçue lui-même, la vie qu'il avait construite de ses propres mains. Je vais faire en sorte que justice soit faite. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu me suives quoi qu'il arrive. En seras-tu capable? Dylan hocha la tête. Malcolm pouvait pourtant lire l'incertitude dans les yeux de son fils. C'était bien. Dylan n'avait pas besoin de comprendre le plan. Il devait juste y survivre. En entrant dans la maison, Malcolm remarqua que Cassandra avait nettoyé le sang et avait disparu. Ses parents étaient apparemment partis. La maison semblait différente maintenant, comme un décor attendant le dernier acte. Malcolm aida Dylan à rejoindre sa chambre, puis se retira dans son bureau. Il avait du travail à faire, des projets à élaborer et un jeu très prudent à commencer. Il avait passé sa carrière à concevoir des structures capables de résister à toutes les tempêtes. Il était temps maintenant de concevoir la destruction parfaite. Chapitre 3, Plan de trahison. Malcolm passa la semaine suivante à mener sa propre opération de surveillance avec la précision d'une campagne militaire. Son cabinet d'architecture, X-Design Group, était sa passion depuis 15 ans, une petite entreprise spécialisée dans les propriétés résidentielles et commerciales haut de gamme. Ce succès lui avait offert des ressources dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Et maintenant, il comptait bien les exploiter toutes. Il engagea un détective privé nommé Jamal Pond, un ancien inspecteur de police spécialisé dans les affaires matrimoniales. En 48 heures, Jamal avait confirmé ce que Malcolm savait déjà, Cassandra entretenait une liaison avec Wesley Lucas, un entrepreneur général qui avait travaillé sur de nombreuses maisons conçues par Malcolm. Depuis combien de temps, demanda Malcolm tandis que Jamal étalait des photos sur son bureau. Autant que je sache, environ 8 mois, peut-être plus. Jamal désigna une série de photos montrant Cassandra et Wesley entrant et sortant de divers hôtels de Denver. Ils n'y prêtent pas particulièrement attention. On dirait qu'ils vous prennent pour des inconscients. Malcolm étudiait les images avec la même intensité qu'il mettait à étudier les plans d'architecture.
Wesley Lucas était plus jeune que lui d'environ 10 ans, avec une beauté brute qui attirait les femmes lassées de leur mari stable et prospère. Mais il y avait autre chose dans les photos. Une désinvolture qui suggérait que ce n'était pas seulement physique. Ils semblaient à l'aise ensemble, comme un couple qui se projette dans l'avenir. Il y a plus, dit Jamal en sortant un autre dossier. J'ai fouillé dans le passé de Lucas. Ce type a un schéma. C'est sa 3e femme mariée en 5 ans. Il cible les épouses d'hommes prospères. Il les investit émotionnellement. Et après? Ensuite, quoi? Ensuite, il disparaît généralement avec tout ce qu'il peut. Argent, bijoux, parfois des informations qu'il peut utiliser contre l'entreprise du mari. Jamal marqua une pause. Mais cette fois, c'est différent. Il est avec votre femme depuis plus longtemps que les autres. Je pense qu'il prépare quelque chose de permanent. Malcolm a absorbé ces informations comme un ordinateur qui traite des données. Cassandra ne trichait donc pas seulement. Elle prévoyait de partir. Elle pensait probablement obtenir la moitié de tout ce qu'il avait construit. Peut-être plus si elle jouait bien ses cartes. Elle avait toujours été futée avec l'argent. Elle savait toujours exactement ce qu'il valait. J'ai besoin de tout, dit Malcolm. Chaque réunion, chaque appel téléphonique, chaque endroit où ils vont. Les relevés financiers, si on peut les obtenir légalement. Je veux savoir ce qu'ils préparent avant qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Les jours suivants, l'enquête de Malcolm s'est élargie. Il a découvert que Cassandra avait lentement transféré de l'argent de leur compte joint vers un compte personnel dont il ignorait l'existence. De petites sommes d'abord, puis des sommes plus importantes déguisées en dépenses ménagères, soins de spa et courses. Au total, elle a détourné près de 200 000 $ au cours des 6 derniers mois. Mais la véritable révélation est venue lorsque Malcolm a retracé les activités commerciales de Wesley Lucas. Cet homme profitait de sa relation avec Cassandra pour soumissionner pour des contrats pour des propriétés conçues par Malcolm. Wesley avait des informations privilégiées sur les budgets, les délais et les faiblesses de la concurrence. Des informations qu'il n'avait pu obtenir que de Cassandra, qui avait accès au bureau de Malcolm et surprenait parfois des réunions avec des clients. Il n'avait pas seulement une liaison. Il le volait, utilisant sa propre femme comme espionne. Malcolm était assis dans son bureau tard un soir, entouré des preuves de leur trahison, et sentit les derniers vestiges de son ancienne vie s'évaporer. L'homme qui avait bâti une entreprise sur la confiance et l'intégrité n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait que la clémence était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de Dylan. « Papa, elle n'est plus là. » 3e soir de la semaine, Malcolm répondit, « Je sais. Reste dans ta chambre et verrouille la porte. C'est bientôt fini. » Il sortit un bloc-notes neuf et commença à dessiner. Pas un bâtiment cette fois, mais quelque chose de bien plus complexe. Un plan qui démantèlerait systématiquement tout ce que Cassandra et Wesley pensaient construire, tout en s'assurant qu'ils ne pourraient plus jamais menacer ni lui ni Dylan. Malcolm avait toujours cru au principe selon lequel une structure n'est solide que par ses fondations. Cassandra et Wesley avaient bâti leur liaison sur le mensonge, le vol et la trahison. Il s'apprêtait à leur montrer ce qui se passait lorsqu'un ingénieur aux compétences supérieures décida de tout faire s'écrouler. Chapitre 4, Fissure de fondation. Le plan de Malcolm commença par une ingénierie de précision. Il passa les 2 semaines suivantes à se faire passer pour le mari inconscient tout en documentant systématiquement chaque aspect des activités de Cassandra et Wesley. Il installa des caméras cachées dans son bureau, soi-disant pour la sécurité, mais en réalité pour filmer Cassandra photographiant ses dossiers confidentiels. Il engagea des experts comptables judiciaires pour remonter la piste de l'argent et des experts en cybersécurité pour surveiller ses communications numériques en toute légalité. Mais le véritable coup de maître de Malcolm résidait dans l'architecture. Il avait été chargé de concevoir un complexe hôtelier de luxe à Aspen, un projet de 50 millions de $ qui allait consolider sa réputation d'architecte parmi les plus réputés du Colorado. Le projet nécessitait un entrepreneur général, et Malcolm s'assura que l'entreprise de Wesley Lucas soit invitée à soumissionner. « Ma chérie », dit Malcolm au petit déjeuner, en regardant Cassandra consulter son téléphone. « Je rencontre des entrepreneurs aujourd'hui pour le projet Aspen. Ce sera le plus gros contrat de ma carrière. » Cassandra leva les yeux avec un intérêt fin. « C'est merveilleux, ma chérie. Quelqu'un que je pourrais connaître ? » « En fait, oui. Wesley Lucas soumissionne. Tu n'as pas dit que tu pensais l'engager pour des travaux dans le coin.
Malcolm observa attentivement le visage de Cassandra. Sa légère rougeur, la façon dont ses doigts se crispaient sur son téléphone. Elle était excitée. Elle prévoyait probablement déjà d'envoyer un SMS à Wesley pour lui donner toutes les informations qu'elle pourrait trouver. Oh oui, Wesley, il a l'air très compétent. J'en suis sûr, dit Malcolm d'un ton neutre. Les réunions sont à 14 heures. Je serai dans mon bureau en train de préparer. Cet après-midi-là, Malcolm rencontra 5 entrepreneurs, dont Wesley. L'homme était exactement ce qu'il attendait, sûr de lui, charismatique, et complètement inconscient qu'il se lançait dans un piège. L'offre de Wesley était compétitive, bien documentée et clairement étayée par une connaissance approfondie des préférences de Malcolm et des contraintes budgétaires du client. Un travail impressionnant, a déclaré Malcolm à Wesley à la fin de la réunion. Votre compréhension des spécificités du projet est remarquable. Wesley a souri. Je fais mes devoirs, Monsieur X. Quand on travaille avec le meilleur architecte de Denver, on ne peut pas se permettre d'être pris au dépourvu. Après le départ de Wesley, Malcolm a examiné les offres avec son chef de projet, Lloyd Santos, qui travaillait pour le cabinet depuis 8 ans et avait remarqué des divergences dans les récentes propositions des entrepreneurs. L'offre de Wesley est presque trop bonne, a observé Lloyd, comme s'il savait exactement quels objectifs atteindre. Observation intéressante, a dit Malcolm. Que diriez-vous si je vous disais que quelqu'un a fourni des informations privilégiées à nos concurrents? Le visage de Lloyd s'est assombri. Je dirais que nous avons un sérieux problème et je veux savoir qui. Malcolm avait soigneusement cultivé la loyauté de Lloyd, lui faisant part de ses inquiétudes concernant les failles de sécurité et la veille concurrentielle. Lloyd était honnête, travailleur et avait un sens aigu de l'éthique professionnelle. Exactement le genre d'allié dont Malcolm avait besoin pour la suite. Je vais vous dire quelque chose en toute confidentialité, a dit Malcolm. Nous avons une fuite. Quelqu'un ayant accès à ce bureau a vendu des informations à Wesley Lucas et peut-être d'autres. Qui? Malcolm marqua une pause, laissant retomber le poids de la révélation. Le choc de ma femme Lloyd était sincère. Bon Dieu Malcolm, es-tu sûr? Complètement. J'ai des preuves. Dossier financier, photos, communication numérique. Elle travaille avec Lucas depuis des mois, peut-être plus. Que vas-tu faire? Je vais leur donner exactement ce qu'ils pensent vouloir, dit Malcolm. Et ensuite, je vais les détruire tous les deux. Ce soir-là, Malcolm trouva Cassandra dans leur chambre en train de s'habiller pour un autre de ses dîners mystérieux avec sa petite amie. Comment se sont passées les réunions avec les entrepreneurs, demanda-t-elle en appliquant du rouge à lèvres avec une précision d'expert. Très bien. Je crois savoir qui je vais choisir pour le projet Aspen. Cassan revint, essayant d'avoir l'air décontracté. Oh, qui? Wesley Lucas. Son offre était exactement ce que je recherchais, presque comme s'il lisait dans mes pensées. Malcolm observa le reflet de sa femme dans le miroir. La satisfaction dans ses yeux était indéniable. C'est merveilleux, dit-elle. Je suis sûr qu'il fera un excellent travail. Je suis sûr qu'il le fera, acquiesça Malcolm. En fait, je pense même lui confier encore plus de projets. Cet homme sait visiblement comment travailler avec moi. Après que Cassandra soit partie dîner, Malcolm récupéra un téléphone sécurisé qu'il avait acheté pour cette opération et appela un contact de ses années d'université. Un homme qui s'était lancé dans l'enquête d'entreprise et avait des relations auxquelles Malcolm préférait ne pas trop s'attarder. J'ai besoin d'une faveur, dit Malcolm lorsque Rich Spears répondit. Et j'ai besoin qu'elle soit totalement intraçable. Quel genre de faveur? Le genre qui ruine la vie de 2 personnes sans laisser d'empreinte digitale. Rich resta silencieux un instant. Malcolm, on se connaît depuis 20 ans. Tu n'es pas ce type. Je ne l'étais pas, dit Malcolm. Mais les circonstances changent. Ces gens ont blessé mon fils et m'ont volé. Ils se croient malins, mais ils ignorent à qui ils ont affaire. De quoi as-tu besoin, sourit Malcolm. L'ancien Malcolm avait peut-être hésité. Le nouveau avait déjà calculé le coût et a décidé que c'était acceptable. J'ai besoin qu'il disparaisse. Pas définitivement, a-t-il précisé. Mais j'ai besoin qu'il disparaisse, discrédité et incapable de nuire à qui que ce soit comme ils m'ont fait. Chapitre 5. Ingénierie des structures. 2 semaines plus tard, le piège de Malcolm était parfaitement tendu. Il avait attribué le contrat d'Aspen à Wesley Lucas, assorti d'un acompte de $2 millions,
la norme pour des projets de cette envergure. Wesley pensait avoir gagné à la loterie, un projet déterminant pour sa carrière qui allait faire de son entreprise un acteur majeur de la construction de luxe. Ce que Wesley ignorait, c'est que Malcolm avait structuré le contrat avec des objectifs de performance spécifiques liés à la compte. Manquer une échéance, échouer à une inspection ou violer une clause du contrat, et Wesley serait tenu au remboursement immédiat de l'intégralité de la compte, plus des pénalités qui entraîneraient la faillite de son entreprise. Le contrat était juridiquement infaillible, rédigé par l'avocat de Malcolm avec la précision d'une horloge suisse. Wesley avait signé. Avec empressement, pensant probablement que ces informations privilégiées l'aideraient à naviguer dans les imprévus. Défi. Pendant ce temps, Malcolm avait fourni à Cassandra de fausses informations soigneusement élaborées sur ses relations d'affaires, sa situation financière et ses projets d'avenir. Elle les avait transmises à Wesley, qui prenait des décisions basées sur des renseignements complètement fabriqués. L'avantage de ce plan, expliqua Malcolm à Lloyd alors qu'ils examinaient le calendrier du projet, c'est que je n'ai rien à saboter. Wesley se détruira en essayant de répondre à des attentes impossibles basées sur de fausses informations. Lloyd secoua la tête avec admiration. Vous avez en quelque sorte transformé son avantage en arme contre lui. Ça ne fait qu'empirer. Malcolm dit, j'ai découvert que Wesley utilise des tactiques similaires avec d'autres clients. Il complote avec plusieurs femmes mariées, volant des renseignements commerciaux et de l'argent. Quand tout cela s'effondrera, cela va détruire bien plus que lui et Cassandra. L'enquête de Malcolm avait révélé un réseau d'infidélité et d'espionnage industriel qui touchait plusieurs des familles les plus influentes de Denver. Wesley ciblait les épouses d'hommes d'affaires prospères depuis des années, les utilisant pour obtenir des avantages concurrentiels dans des guerres d'enchères, des transactions boursières et des transactions immobilières. Mais la découverte la plus dévastatrice de Malcolm fut que Wesley enregistrait ses rencontres avec ces femmes. Pas seulement pour le faire chanter, cela en faisait certainement partie, mais comme trophée. Il possédait des preuves vidéo de liaisons impliquant les épouses d'un conseiller municipal, de 2 avocats éminents et du PDG de la plus grande entreprise de construction de Denver. Il les conserve sur des disques durs cryptés. Rich Spears avait fait un rapport. Ce type a toute une collection. Votre femme n'est que sa dernière conquête. Malcolm ressentit une fureur froide à cette révélation. Cassandra ne se contentait pas de tromper. Elle était utilisée par un prédateur qui collectionnait les femmes mariées comme certains hommes collectionnent les voitures de collection. Savoir qu'elle s'était laissée manipuler si minutieusement aurait été pathétique si ce n'était pas si dangereux pour sa famille. Ce soir-là, Malcolm passa à l'étape suivante de son plan. Il fit venir Cassandra dans son bureau, où elle le trouva en train d'examiner les documents de construction avec une inquiétude apparente. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, bien que Malcolm la vit déjà scruter du regard les informations qu'elle pourrait lui transmettre. « Un problème avec le projet Aspen ?» demanda Malcolm, prenant soin d'avoir l'air inquiet. L'étude géologique révéla quelques problèmes. Les exigences en matière de fondation seront bien plus importantes que prévu initialement. C'était totalement faux, que l'étude géologique ait été parfaite, raison pour laquelle Malcolm avait choisi le site au départ. Mais Cassandra ne le saurait pas. Qu'est-ce que cela signifie? Des dépassements de coûts, importants. Le budget du projet va augmenter d'au moins 30%. Peut-être plus, et tout cela sera prélevé sur la marge de l'entrepreneur. Malcolm regarda Cassandra assimiler cette information avec une excitation croissante, dissimulée sous une forme inquiétude. « C'est terrible, dit-elle. Que vas-tu faire? Je vais devoir renégocier avec Wesley. Lui donner une chance d'ajuster son offre ou de se retirer complètement du projet. C'est juste. » Cette nuit-là, Malcolm surveilla les communications de Cassandra et la vit contacter immédiatement Wesley avec une fausse information. En quelques heures, Wesley avait soumis une proposition révisée qui était exactement le genre d'exagération désespérée sur laquelle Malcolm comptait. La nouvelle offre comportait des économies de matériaux, des délais comprimés physiquement impossibles à tenir et des estimations de coûts ignorant les réalités techniques fondamentales. Wesley essayait de maintenir ses marges bénéficiaires tout en tenant compte des dépassements de coûts fictifs dont Cassandra l'avait averti. Malcolm sourit en examinant la proposition. Wesley venait de lui donner tout ce dont il avait besoin pour détruire la réputation de cet homme et déclencher les pénalités contractuelles qui mettraient son entreprise en faillite. Mais ce n'était que le début. Les plans architecturaux que Malcolm concevait pour leur destruction étaient bien plus complexes que tout ce que Wesley pouvait imaginer. Chapitre 6. Défaillance portante.
La première, le signe de la chute de Wesley, est apparu 3 semaines après le début du projet Aspen. Malcolm avait organisé des inspections surprises par des fonctionnaires municipaux, des experts en code du bâtiment et des spécialistes de l'environnement. Tout cela était parfaitement légal et standard pour un projet de cette envergure, mais le temps était venu pour Wesley de mettre en œuvre sa stratégie de réduction des coûts. Les rapports d'inspection étaient accablants, matériaux de qualité inférieure, techniques inappropriées et violations flagrantes des spécifications de construction fournies par Malcolm. Chaque manquement déclenchait des clauses de pénalité dans le contrat, accumulant des amendes qui engloutissaient rapidement la marge bénéficiaire de Wesley et commençaient à grever le capital. Malcolm observait depuis son bureau les appels téléphoniques de Wesley de plus en plus frénétiques. L'homme appelait des fournisseurs, essayant de trouver de meilleurs matériaux pour remplacer les alternatives bon marché qu'il avait initialement commandées. Il faisait appel à des équipes supplémentaires pour accélérer les délais, brûlant ses réserves de trésorerie à une vitesse alarmante. Il panique, observa Lloyd en examinant les rapports quotidiens du chantier, prenant des décisions émotionnelles plutôt que stratégiques. C'est exactement ce que je veux, dit Malcolm. La panique mène aux erreurs, et les erreurs de construction peuvent être catastrophiques. Mais la destruction professionnelle ne représentait que la moitié du plan de Malcolm. Le côté personnel était bien plus complexe. Malcolm travaillait avec Rich Spears pour rassembler des preuves de l'entreprise criminelle plus vaste de Wesley, un réseau d'affaires et d'espionnage industriel qui s'étendait bien au-delà de Cassandra. Il disposait désormais de documents attestant de fraude boursière, de délits d'initiés et d'extorsion impliquant des dizaines de victimes dans tout le Colorado. Plus important encore, ils avaient localisé la collection d'enregistrements de Wesley. Les disques cryptés contenaient des preuves susceptibles de détruire de nombreux mariages et de faire tomber certains des hommes les plus puissants de Denver, et c'était précisément la raison pour laquelle Malcolm devait les contrôler. On ne peut pas simplement remettre ça à la police, avertit Rich lors d'une de leurs réunions clandestines. Trop de personnes importantes sont impliquées. Ce genre d'information pourrait déstabiliser la moitié du pouvoir de la ville. Je ne veux pas déstabiliser quoi que ce soit. Malcolm dit, je veux m'assurer que Wesley, Lucas et ma femme ne puissent plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Le plan de Malcolm était d'une simplicité élégante. Il utiliserait les preuves criminelles de Wesley contre lui, mais de manière sélective. Les enregistrements impliquant les épouses d'autres hommes disparaîtraient à jamais, protégeant des familles innocentes de la destruction, mais les preuves des crimes de Wesley seraient préservées et remises aux autorités compétentes au moment opportun. Quant à Cassandra, son sort serait directement lié à celui de Wesley. Malcolm avait retracé leurs arrangements financiers et découvert qu'elle recevait des paiements réguliers de la société de Wesley, soi-disant pour des services de conseil, mais en réalité pour les renseignements qu'elle fournissait. Cela la rendait juridiquement complice de la fraude de Wesley et potentiellement passible de poursuites pénales. L'avantage de l'approche de Malcolm résidait dans le fait qu'il n'avait pas besoin de fabriquer de preuves ni de commettre lui-même des crimes. Wesley et Cassandra construisaient leur propre prison depuis des mois. Malcolm s'assurait simplement qu'ils y seraient enfermés. Le point culminant fut atteint lorsque Wesley, désespéré de sauver le projet Aspen, tenta de faire chanter Malcolm en utilisant des preuves enregistrées qu'il avait recueillies sur d'autres clients. Wesley pensait apparemment pouvoir exploiter les relations de Malcolm avec des contacts communs pour renégocier les termes du contrat. L'appel téléphonique eut lieu un mardi soir, alors que Malcolm dînait avec Dylan. « Monsieur X, il faut qu'on parle », dit Wesley d'une voix menaçante. Malcolm trouva cela presque amusant. « De quoi, monsieur Lucas ? » ?»« De la façon dont nous allons restructurer notre accord. Je pense que vous découvrirez que j'ai des informations qui rendent notre partenariat plus précieux que vous ne l'aviez initialement imaginé. » Malcolm mit l'appel sur haut-parleur pour que Dylan puisse entendre. Il voulait que son fils comprenne exactement quel genre d'homme sa mère avait choisi à leur place. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » dit Malcolm d'un ton neutre. « Je pense que oui. J'ai des enregistrements, monsieur X. Des conversations impliquant des personnalités très importantes de cette ville. Des gens qui tiennent à leur vie privée et qui seraient reconnaissants à quelqu'un qui la protège. » La menace était claire. Payer ou Wesley dévoilerait des preuves qui détruiraient des familles innocentes. Malcolm sourit. Wesley venait d'avouer une extorsion sur une conversation enregistrée. « Monsieur Lucas, » dit Malcolm d'une voix froide et autoritaire qui avait fait sa réussite en affaires. « Je pense que vous vous méprenez sur notre relation. Vous êtes un employé qui n'a pas respecté les termes de son contrat. Ni plus ni moins. On verra bien, dit Wesley, avant de raccrocher. Malcolm regarda Dylan,
qui fixait le téléphone avec un mélange de choc et de dégoût. « Papa, dit Dylan doucement. Avec quel genre de personne maman s'est-elle mise? De la pire espèce, répondit Malcolm. Mais ne vous inquiétez pas, il va bientôt apprendre ce qui arrive quand on menace un X. Cette nuit-là, Malcolm appela la division des crimes en col blanc du FBI. Il avait une information sur une importante opération de fraude et d'extorsion, et il était prêt à fournir des preuves. Chapitre 7, jour de la démolition. L'agent spécial du FBI Marcy Zimmerman arriva au bureau de Malcolm par un froid jeudi matin de novembre, accompagné d'un spécialiste de la cybercriminalité et d'un procureur du bureau du procureur. Malcolm avait été il préparait cette réunion depuis des semaines, rassemblant les preuves avec une minutie qui avait fait de lui l'un des architectes les plus recherchés de Denver. Monsieur X, commença l'agent Zimmerman, vous avez formulé de graves allégations. Avant de poursuivre, je dois comprendre votre implication dans cette affaire. Malcolm avait anticipé cette question. Agent Zimmerman, je suis une victime. Ma femme a volé des informations commerciales confidentielles et les a vendues à Wesley Lucas, qui les a utilisées pour escroquer de nombreux clients et concurrents. Lorsque j'ai découvert le stratagème, j'ai commencé à tout documenter pour me protéger et protéger mon entreprise. Il m'a remis 3 épais dossiers contenant des documents financiers, des interceptions de communication et des preuves photographiques. Le spécialiste en cybercriminalité, Neil Hubbard, a commencé à examiner les preuves numériques sur son ordinateur portable. C'est très complet, a déclaré Hubbard après quelques minutes. Monsieur X, comment avez-vous obtenu certaines de ces communications? J'ai engagé un détective privé et utilisé des méthodes de surveillance légale sur ma propriété, a répondu Malcolm. Tout a été recueilli conformément à la loi du Colorado. C'était techniquement vrai, bien que Malcolm avait été très sélectif quant aux preuves à présenter. Le FBI verrait clairement les crimes de Wesley, mais il ne verrait pas l'étendue de l'enquête de Malcolm, ni les méthodes utilisées par Rich Spears pour obtenir certaines des informations les plus sensibles. L'agent Zimmerman étudia le contrat de construction qui avait lancé le projet Aspen. C'est un piège sophistiqué, observa TL. Vous avez conçu ce contrat spécifiquement pour révéler le comportement criminel de Lucas. Je l'ai conçu pour protéger mes intérêts, corrigea Malcolm. Monsieur Lucas choisit de répondre par la fraude et l'extorsion. La procureure, une femme au regard perçant nommée Viola Fuentes, leva les yeux des registres financiers. Monsieur X, votre femme est profondément impliquée dans ce complot. Êtes-vous prêt à assumer les conséquences juridiques auxquelles elle devra faire face? L'expression de Malcolm resta inchangée. Ma femme a fait ses choix. Je suis là pour veiller à ce que justice soit rendue, quelles que soient les conséquences personnelles. Ce que Malcolm ne leur a pas dit, c'est qu'il avait déjà demandé le divorce et placé les biens de Dylan dans des fiducies protégées. Cassandra serait poursuivie pénalement. Pas de ressources financières et pas de soutien familial. Les parents de Malcolm, qui avaient été si rapides à la défendre après avoir poignardé Dylan, étaient sur le point d'apprendre exactement à quel point ils avaient soutenu le mauvais cheval. 3 heures plus tard, le FBI avait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer les arrestations. Wesley Lucas a été placé en garde à vue sur le chantier de construction d'Aspen à la vue de ses employés. Sous-traitants. Les accusations comprenaient la fraude en valeurs mobilières, la fraude par fil, l'extorsion et le racket. Assez pour le ranger pendant 20 ans s'il est reconnu coupable. Cassandra a été arrêtée à la maison tandis que Malcolm et Dylan ont regardé de l'autre côté de la rue. Malcolm avait envoyé Dylan pour rester avec sa tante pour la semaine, ne voulant pas que le garçon soit présent pour l'arrestation. Mais Dylan avait insisté pour assister à ce moment. « Comment vous sentez-vous » demanda Dylan en regardant sa mère être menottée. « Gratuit, dit Malcolm simplement. Mais les arrestations n'ont été que le début du plan de Malcolm. Au cours des prochains jours, la portée complète du réseau criminel de Wesley a commencé à s'effondrer. Le FBI a découvert les disques cryptés contenant des enregistrements de dizaines de affaires ainsi que des preuves de délits d'initiés, de fraude commerciale et d'extorsion de 5 ans. Malcolm s'était assuré que les preuves exposaient les crimes de Wesley tout en protégeant les familles innocentes qui avaient été victimes. Les enregistrements impliquant le contraire ont été mystérieusement corrompus au-delà de la récupération. Alors que les preuves des crimes de Wesley sont restées vierges, le FBI a supposé que c'était le résultat des tentatives maladroites de Wesley de détruire des preuves, ne soupçonnant jamais la conservation minutieuse de Malcolm. La couverture médiatique était dévastatrice pour Wesley et Cassandra. Les médias locaux les ont peints comme des prédateurs qui avaient ciblé des familles qui réussissent et ont tenté de les détruire de l'intérieur.
le comportement de Cassandra envers Dylan, en particulier l'incident de coup de couteau, qui faisait maintenant partie du dossier judiciaire, l'a rendu particulièrement antipathique à l'opinion publique. Les affaires de Malcolm, quant à elles, ont connu une augmentation inattendue de la demande. Les clients l'ont vu comme une victime qui avait géré une situation terrible avec dignité et force. Le projet Aspen, une fois que le contrat de Wesley a été résilié, a attiré l'attention des grandes entreprises de construction désireuses de travailler avec l'architecte qui avait exposé une conspiration criminelle aussi importante. Mais la victoire la plus satisfaisante de Malcolm était personnelle. Ses parents, Robert et Meix, qui avaient défendu Cassandra et rejeté les blessures de Dylan, se sont maintenant retrouvés du mauvais côté de l'opinion publique et de la loyauté familiale. Quand ils ont appelé Malcolm à la recherche de réconciliation, il a livré un message qu'il n'oublierait jamais. Vous avez choisi de protéger la femme qui a poignardé votre petit-fils. Malcolm leur a dit lors d'une brève conversation téléphonique. Vous l'avez choisi par rapport à votre propre famille. Vivez avec ce choix, mais vivez avec lui ailleurs. Vous n'êtes plus accueillis dans nos vies. Dylan, écoutant de toute la pièce, a hoché la tête. Une partie d'un accord de plaidoyer a coopéré avec les procureurs en échange d'une peine de 5 à 7 ans. Loi. À propos de Richlands ou des preuves soigneusement gérées ou de la façon dont Malcolm avait manipulé Wesley pour se détruire. Pour autant que quiconque puisse prouver, Malcolm avait simplement documenté des crimes qui étaient commis contre lui et les ont signalés aux autorités. Pendant le contre-interrogatoire, l'avocat de la défense de Wesley a tenté de peindre Malcolm en tant que mari vindicatif qui avait orchestré un programme de vengeance élaboré. Monsieur X, a dit l'avocat, n'est-il pas vrai que vous avez conçu toute cette situation pour détruire Monsieur Lucas et votre femme? La réponse de Malcolm a été mesurée et précise. J'ai conçu un contrat légal pour protéger mes intérêts commerciaux. Monsieur Lucas a choisi de répondre avec un comportement criminel. J'ai documenté ce comportement et l'ai signalé au FBI. Si c'est une vengeance, chaque victime du crime qui cherche justice est coupable de la même chose. L'avocat a poussé plus loin. Vous avez embauché des enquêteurs privés, installé des équipements de surveillance et nourri de fausses informations à votre femme. Cela ne vous semble-t-il pas? Cela ressemble à un homme protégeant sa famille et ses affaires contre les criminels, a répondu Malcolm. Tout ce que j'ai fait était légal. Tout ce qu'ils ont fait n'était pas. Le témoignage qui a vraiment détruit Wesley est venu de ses autres victimes, des épouses qu'il avait manipulées et des entreprises qu'il avait fraudées au fil des ans. Malcolm s'était assuré que le FBI les avait tous trouvés, créant un modèle de comportement prédateur qui rendait la culpabilité de Wesley indéniable. Lorsque Cassandra a pris la position dans le cadre de son accord de plaidoyer, Malcolm a regardé sans cesse alors qu'elle tentait de se présenter comme une autre victime de la manipulation de Wesley. Elle a affirmé qu'il l'avait séduite, l'avait convaincue de voler des informations et l'avait menacée lorsqu'elle a essayé de s'arrêter. Une partie de cela était probablement même vrai. Mais Malcolm savait que Cassandra avait fait des choix calculés à chaque étape. Elle avait choisi Wesley sur sa famille, volant à l'honnêteté et avidité sur l'amour. Les conséquences auxquelles elle a maintenant été confrontée a été le résultat direct de ses choix. Lors d'une récréation, l'avocat de Cassandra a approché Malcolm sur la possibilité de réconciliation après la purge de sa peine. Monsieur X, a dit l'avocat, mon client aimerait que vous sachiez qu'elle est profondément désolée pour ce qu'elle a fait. Elle espère que lorsqu'elle a payé sa dette à la société, il pourrait y avoir une chance pour votre famille de guérir. La réponse de Malcolm a été livrée avec la même précision froide qu'il a apportée aux spécifications architecturales. Votre client est un criminel qui a attaqué mon fils avec une arme mortelle et a volé mon entreprise. Une fois la phrase terminée, elle sera libre de construire la vie qu'elle peut gérer. Mais elle le fera sans aucun lien avec moi ou mon fils. Cette porte est fermée en permanence. Le verdict est venu après 3 jours de délibération. Wesley Lucas a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. La coopération de Cassandra lui avait valu une peine plus courte, mais elle passerait toujours les 5 prochaines années en prison fédérale. Alors que Malcolm quittait le palais de justice avec Dylan, maintenant âgé de 18 ans, et se préparant à l'université, il ressentait une satisfaction à la fois profonde et complète. La justice avait été rendue, mais plus important encore, les personnes qui avaient trahi sa famille n'auraient plus jamais l'occasion de blesser personne. « Papa, dit Dylan en marchant vers leur voiture. Vous regrettez-vous déjà? Malcolm a considéré la question. A-t-il regretté la complexité de son plan, les mois de manipulation minutieuse, la façon dont il avait systématiquement détruit la vie de 2 personnes?
Non, dit-il finalement. Certaines personnes pensent que le pardon est une vertu, mais le pardon sans justice n'est qu'une faiblesse. Votre mère et Wesley ont choisi d'être des prédateurs. J'ai choisi de m'assurer qu'ils font face à des conséquences. Chapitre 9. Nouvelle construction. 2 ans après le procès, Malcolm s'est tenu dans son bureau nouvellement repensé, en examinant les plans pour ce qui serait son projet le plus ambitieux à ce jour, un hôpital pour enfants qui servirait toute la région de Rocky Mountain. Dylan était maintenant dans sa 2e année au MIT, étudiant l'ingénierie et suivant les traces de son père. Ils parlaient chaque semaine, leur relation plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. L'incident de coup de couteau qui avait tout commencé n'était plus qu'une faible cicatrice sur l'épaule de Dylan. Mais il avait enseigné aux leçons du père et du fils sur la loyauté, la justice et le prix de la trahison qu'ils porteraient pour le reste de leur vie. Les activités de Malcolm avaient augmenté de façon exponentielle au cours des années qui ont suivi le procès. Les clients appréciaient sa réputation d'intégrité et sa capacité à gérer des situations complexes et sensibles avec discrétion. Plusieurs des familles qui avaient été victimes du réseau de Wesley sont devenues de grands clients attirés par un architecte qui comprenait l'importance de protéger ce que vous aviez construit. Rich Spears a toujours fourni des conseils en matière de sécurité à l'entreprise de Malcolm, bien que leur relation ait évolué en quelque chose de plus simple. Le monde de l'ombre de la surveillance et de la manipulation était derrière eux. Malcolm avait trouvé plus de satisfaction à la construction que dans la destruction. Le seul domaine où Malcolm n'avait montré aucun compromis était avec ses parents. Robert et Meix avaient tenté de multiples réconciliations au fil des ans, envoyant des lettres, se présentant à la remise des diplômes de Dylan au lycée, en embauchant même un conseiller familial pour faire la médiation. Malcolm les avait tous ignorés. Ils avaient choisi de défendre la femme qui a attaqué leur petit-fils, et Malcolm pensait que certaines trahisons étaient tout simplement impardonnables. Ne pensez-vous pas que vous êtes trop dur? Lloyd Santos avait demandé lors d'une de leurs réunions de projet. Lloyd était devenu un ami et un partenaire commercial le plus proche de Malcolm et l'une des rares personnes qui connaissaient toute la portée de ce qui s'était passé pendant le procès. Lloyd Malcolm avait répondu, « J'ai appris que les gens révèlent leur vraie nature pendant la crise. Mes parents m'ont montré exactement qui ils sont et ce qu'ils apprécient. Ces informations sont utiles, mais cela ne m'a pas créé la prison après avoir servi 4 ans de sa peine. Dans un studio, et il a du mal à reconstruire tout type de vie. » Cruauté particulière de la part de Malcolm. J'ai pensé à quelque chose que Dylan a dit. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si vous aviez géré les choses différemment? Si vous venez de divorcer maman et que vous passiez? Malcolm se pencha en arrière sur sa chaise, regardant l'horizon de Denver qu'il avait aidé à façonner avec ses créations. Voulez-vous dire aurais-je été plus heureux si j'acceptais simplement ce qu'ils ont fait et que j'essaie de le dépasser? Quelque chose comme ça. Dylan, ta mère ne m'a pas simplement trompé. Elle m'a volé. Elle vous a mis en danger et elle faisait partie d'une conspiration criminelle qui a blessé beaucoup de gens innocents. Si je viens de divorcer et de laisser Wesley continuer son opération, combien d'autres familles auraient été détruites? Alors, vous pensez qu'il a fait la bonne chose? Malcolm le considérait soigneusement. Il avait construit son plan sur le fondement de la justice, mais il l'avait également construit sur la colère, la trahison et le désir de vengeance qu'il ne reconnaîtrait jamais pleinement à personne, y compris lui-même. Je pense que j'ai fait la chose nécessaire, a-t-il finalement dit. Parfois, c'est la même chose que la bonne chose, et parfois ce n'est pas le cas. Mais je peux vivre avec les conséquences de mes choix, ce qui est plus que ce que je peux dire pour les gens qui nous ont trahis. Après avoir raccroché, Malcolm se dirigea vers la fenêtre et regarda les lumières de la ville. Il avait passé 2 ans à construire une nouvelle vie sur les ruines de son ancien. Et il était vraiment heureux d'une manière qu'il ne l'était pas depuis des années avant la trahison de Cassandra. Mais il savait également que l'homme qui avait orchestré la destruction de Wesley et Cassandra était toujours en lui, attendant patiemment au cas où quelqu'un d'autre déciderait de tester les limites de sa loyauté ou de menacer les personnes qu'il aimait. Malcolm X avait appris que le pardon était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. La justice, en revanche, était une base sur laquelle vous pouviez construire n'importe quoi. Il est retourné à son bureau et a commencé à examiner les plans de l'hôpital pour enfants. Ce serait sa plus grande réussite, un bâtiment qui sauverait des vies et servirait la communauté pendant des générations. Il serait construit sur l'honnêteté, l'intégrité et la certitude absolue que certaines choses de la vie valaient la peine d'être protégées à tout prix. Malcolm avait appris à être impitoyable si nécessaire. Mais il avait également appris que la meilleure vengeance n'était pas une destruction. Il construisait quelque chose de mieux que ce qui avait été détruit.
Il avait perdu une femme et avait gagné son respect de soi. Il avait perdu ses parents et renforcé sa relation avec son fils. En fin de compte, il a découvert que la loyauté était la seule monnaie qui comptait vraiment, et la trahison était la seule dette qui ne pourrait jamais être pardonnée ou oubliée. Le fondement de sa nouvelle vie était solide, et Malcolm X avait l'intention de continuer à s'y construire pour le reste de ses jours. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.